les transports en commun, donc on n'a pas cet effet de voiture qui entre le travail et puis le logement. Donc c'est vraiment global. Avec tous ces calculs, en fait, on pourrait penser, est-ce que les architectes de demain seront en fait des ingénieurs ? Est-ce que la profession sera obligée de changer ou pas du tout ? Non, absolument pas. Alors, nous sommes toujours, le mot créateur, je l'ai mis entre parenthèses. Nous sommes toujours des artistes. Nous sommes là toujours pour que le côté humain soit le critère essentiel. Et nous ne serons jamais, nous ne sommes pas faits comme ça, en fait. Nous avons besoin des ingénieurs. Nous, ça nous intéresse pas. Franchement, le calcul nous intéresse en partie, mais pas dans le détail. Moi, je veux pas faire ça toute la journée. C'est clair. Donc on a besoin des ingénieurs, on a besoin des économistes, on a besoin d'aller plus loin aussi dans la qualité des matériaux. Le VAD pourra en parler. Des matériaux sains. À l'intérieur, il nous faut des matériaux sains. On peut pas continuer à respirer des gaz qui sont toxiques. Ça aussi, c'est fondamental. Les gens sont malades. Je sais pas si vous le savez, mais il y a de plus en plus d'allergies. Notamment chez les jeunes. On sait d'où ça vient. Bon, effectivement, l'automobile, il y en est pour une partie, mais on a aussi des COV qui sont à l'intérieur des logements aujourd'hui. Donc oui, c'est tout ça le développement durable. Ne limitons pas au BBC. Le BBC, c'est simplement, comme l'a dit mon confrère, c'est un problème d'énergie pour demain. Il faut le gérer, c'est impératif. De toute façon, on n'a même plus en discuter. En 2012, ça sera fait. Très bien. Donc, la question se pose pas de savoir si les gens vont le faire. Voilà, quelles seront les missions pour 2020 ou 2030 ? Vous parliez des incitations de l'État, etc. La question se pose plus. Il y a un moment, effectivement, il y a plusieurs façons. Pour revenir à la question de fond de la position professionnelle ou de l'éthique entre j'ai un métier, je suis éco-citoyen. Effectivement, on a toujours, avant tout, on a un client, bien entendu. Notre rôle déjà d'être indépendant par rapport à tout autre organisme et d'être au service du client de façon à le conseiller au mieux dans sa solution. Ça, c'est une première chose. Maintenant, le client, il est souvent, c'est le cas bien entendu de nos amis les promoteurs et autres constructeurs, ils construisent pour les autres. Ils construisent vis-à-vis d'un utilisateur. Donc après, à nous, avec lui, qui connaît bien son marché, qui connaît bien son territoire, qui connaît bien ses clients à lui, de travailler en amont de façon à faire rentrer dans le bilan. Parce qu'en fait, finalement, c'est toujours une petite mécanique qui dit d'un côté, il y a des choses qui rentrent, de l'autre côté, il y a des choses qui sortent. Et si le contexte a changé, je prends un exemple, le BBC a changé, tout simplement, tout le monde s'y mettra, et puis point barre. Et ça calculera totalement autrement. Donc, il faut revenir à une vision plus large, et dans ce sens-là, les autres éléments d'argumentaire que nous avons quand nous avons notre client, parce que finalement, c'est quand même lui qui nous passe une commande, c'est de voir tous les autres avantages qui sont liés à cette qualité environnementale. Donc, ça peut être une incitation financière, ça peut être un calcul d'économie d'énergie, le coût global, les dépenses futures, la qualité de l'entretien. Donc, chaque fois qu'on trouvera un élément supplémentaire qui fera que notre client dit oui, effectivement, j'ai aussi intérêt moi à le faire, et c'est pas simplement pour la planète ou pour les autres, etc. On aura gagné quelque chose par la communication, par l'appui des politiques, par les contraintes des PLU, des SCOT, etc. qui choisissent les endroits où on peut construire ceci, où on peut construire cela. À chaque fois, ce seront des acquis tout à fait favorables pour ça. Et dans ce sens-là, les normes minimum qui sont des sortes de voitures balais, si vous voulez. Quand vous avez une course, vous avez ceux qui sont toujours en pointe, il y a ceux qui sont un peu derrière, et à un moment, il y a la voiture balai qui vient et fixe tout le monde en disant là, des passoires thermiques, on n'en veut plus. Et on fixe la règle, maintenant, ça c'est le minimum. Ça devient une norme, point barre, on n'en parle plus. Donc, chaque fois, on a, par la conviction, c'est-à-dire effectivement, alors bien entendu, selon les interlocuteurs, on est plus ou moins entendu, mais par la conviction, on leur explique effectivement que c'est un entretien qui sera plus simple. C'est des matériaux qui peuvent se déconstruire plus facilement. C'est-à-dire que la vie, vous parliez de la vie au sens de la gestion du bâtiment, il y a aussi la vie des matériaux après, une fois que le bâtiment commence à tourner un peu de l'œil, qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, on a l'exemple, bien entendu, vous parlez de démolition, de la charge énorme que représente le besoin de démolir quand on a des choses qui ont été construites avec des matériaux qui sont difficiles à déconstruire, qu'on ne peut pas réutiliser sur place, qu'il faut transporter à loin, qui chaque fois consomment de l'énergie pour être construits et qui reconsomment de l'énergie pour être démolis, reconstruits, transformés, tout simplement transformés. Donc voilà, il faut apprendre aussi à rénover
avec une qualité environnementale. Alors, les promoteurs constructeurs, est-ce que vous êtes prêts à écouter les messages, à travailler, à intégrer dans votre budget voilà, tous ces problèmes-là, plus travailler avec des associations, des ingénieurs et plus mettre ça dans la balance. On y travaille tous les jours. Moi, je voulais dire un mot peut-être avec un peu de recul. Vous parlez de coûts et est-ce que les clients peuvent le supporter, etc. Deux choses. Un, notre particularité par rapport aux maisons, c'est que notre client, on le connaît sans le connaître. C'est-à-dire que vous, quand vous avez un client, en général, il est vraiment devant vous, et donc il va vous dire oui, vous dit non. Donc c'est à peu près clair. Nous, on anticipe parfois 15 mois, 18 mois avant la première rencontre, et parfois pour des programmes relativement importants, hein, des fois 50, mais des fois 150 ou 200 logements, que va vouloir le client qu'on imagine être avec tel profil, dans tel endroit, dans 18 mois. C'est une question. Hein, et donc parfois, voilà. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que je crois qu'effectivement, il y a quand même un souci de coût, non pas spécialement pour le BBC ou tel élément, mais on est un pays qui a passé toute la richesse produite, tout le bonus, toute la plus-value depuis 20 ou 30 ans, on le passe dans les fonctions collectives. C'est-à-dire qu'on l'a pas donné un pouvoir d'achat aux gens, les gens gagnent au mieux la même chose, si vous voulez, qu'il y a 20 ans ou 30 ans, et en général un petit peu moins. On a passé ça dans l'éducation, les hôpitaux, les universités, les infrastructures, les routes, les autoroutes. Et donc, on n'a pas cet argent. On l'a créé, le travail des gens l'a créé, mais on l'a pas. Vous, moi, lui, il n'est pas là. Et donc, il y a vraiment un choix de société qui est devant nous, qu'on a fait pour la partie arrière. On vient de le faire au niveau des fonctions collectives. Est-ce qu'on va restituer cet argent aux ménages, aux citoyens individuellement ? Alors, par ailleurs, on est en dette, mais oui, tout à fait. Mais ça, aujourd'hui, on n'a pas l'argent. C'est bien conscient. C'est de la dette qu'on doit donner. L'éventuel surplus qu'on pourrait produire, est-ce qu'on le rend aux gens et donc ils choisissent de le mettre dans leur logement? Vous disiez 15 000 € de plus, etc. Ou est-ce qu'on leur prend à la base, avant de démarrer l'année, pour rembourser la dette, pour payer les hôpitaux, les facs, les autoroutes, etc., etc. Et dans ce cas-là, on va être contraint, et la conséquence, c'est naturellement qu'on va construire moins de logements. C'est-à-dire qu'on va dire, bah oui, on ne peut pas, puisqu'on ne peut pas s'acheter des logements à 3700, 3800, je parle des zones dites B1, on prend de l'ancien et ça sera de l'ancien un peu passoire. Mais on ne peut pas faire autrement. On n'a pas les moyens collectivement. Je ne parle pas d'une telle personne. On a choisi de ne pas mettre l'argent dans le ménage. On l'a mis ailleurs. C'est une vraie question pour l'avenir. D'accord. Et donc là, on parlait de dette et un peu de crise. Au niveau de l'UMF, 92% des Français désiraient avoir leur maison individuelle. Est-ce que votre profession est amenée à être complètement décuplée, à évoluer avec le temps? Et comment va-t-elle évoluer avec justement ce développement durable? On va commencer à essayer de trouver des objectifs et des missions avant de finir cette conférence. Dites-nous. Alors décuplé, je crois pas. Hein. Ceci dit, donc c'est vrai que vous avez annoncé 92%, donc j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a beaucoup de Français qui rêvent de la maison individuelle. Alors effectivement, la maison individuelle, elle ne se trouve pas dans les zones A ou B1 en centre-ville, elle est forcément excentrée. C'est pas toujours conforme par rapport aux politiques d'urbanisme ou aux souhaits des politiques de vouloir diminuer les transports, etc. Mais bon, ceci dit, ça reste quand même le souhait des Français. Donc je pense qu'entre les deux, il y a des compromis à trouver. Trouver un juste milieu entre déborder sur le paysage naturel, voilà, comme on parlait tout à l'heure de nature et d'humain, et en même temps trouver de la place disponible. Et donc ensuite, on parlait de coût, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même le coût. Un jeune couple, il a besoin de se loger, donc soit il est locataire, soit il achète son logement. Bon, faut quand même savoir que je crois qu'il y a 200 000 nouveaux ménages par an en France tous les ans. Donc il y a déjà 200 000 nouveaux logements à créer, sans parler de la réhabilitation, etc. Donc on a besoin de créer, sinon on augmente le déficit de logement. Et la maison individuelle, même si elle est un peu éloignée, elle est sur des zones où la pression foncière est beaucoup moins élevée. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on parle de 3 000 ou 4 000 € le mètre carré de construction en ville, je pense qu'il y a plus de la moitié qui est due au foncier. Donc le problème du coût de logement, vous parliez tout à l'heure de la Suisse, où les logements sont moins chers. Est-ce que le foncier est moins cher à la base? Peut-être sûrement.
puisque le problème de construction, je parlais pas du terrain. Le problème, c'est que le coût du terrain, le coût de l'étalement urbain, le fait d'étaler sur la nature, ça c'est quelque chose qui ne peut pas être chiffré aujourd'hui. C'est-à-dire que si on le traduit en termes de coût, on mange, et puis à un moment le terrain il sera plus là. Effectivement, donc ça c'est très très important. En plus de la question du transport, du déplacement, de l'énergie qu'on consomme pour y aller, le terrain c'est le cadre, c'est l'écosystème dans lequel l'ensemble que nous tous autant que nous sommes, nous vivons et l'air qu'on respire, etc. Donc cet élément-là, il est très très important. Par rapport à la maison individuelle, il y a vraiment un élément sur lequel, et là c'est le boulot des architectes, on y travaille tous les jours, et des urbanistes en amont, quand on dit sur un terrain d'une certaine surface, on peut avoir la qualité de ce qu'est la maison individuelle. Qu'est-ce qu'on cherche dans la maison individuelle quand vous dites les 91, 92%? On cherche un espace extérieur, un morceau de jardin, avec de la pleine terre, avec du vrai jardin, dans lequel on peut peut-être planter quelque chose. On cherche des grandes terrasses, on cherche un garage, on cherche des espaces dans lesquels on rentre directement chez soi. Mais ça se fait très bien dans des opérations qui sont groupées en mettant les maisons un peu les unes sur les autres avec des escaliers où on accède chez soi, ce qu'on appelle l'habitat intermédiaire. Et on arrive avec des coûts de construction qui sont plus faibles parce qu'on va regrouper les logements. Là, on est vraiment dans un enjeu et ça dépasse la question de l'architecte, ça dépasse la question du promoteur et de tous. C'est plutôt une question d'urbanisme et de volonté au départ de dire il faut construire plus avec les mêmes avantages au quotidien pour celui qui va y habiter. Et ça, on voit que ça marche bien commercialement aussi. Tout à fait, je souscris tout à fait à vos propos. D'ailleurs, notre métier est en train d'évoluer où on fait de plus en plus de petits programmes groupés sur des petits terrains. Mais je dirais qu'à la limite, c'est pas nous qui pouvons décider de ça, puisqu'on est soumis aux règles d'urbanisme. Et je dirais simplement, pour parler de Lyon, c'est que dans toutes les communes du Grand Lyon et dans toutes les zones périurbaines de tous les villages du Grand Lyon, on a un COS qui est à 0,18, ce qui est très faible. Donc on nous reproche de consommer beaucoup de temps avec la maison individuelle, mais sur le Grand Lyon, on est très proche du centre-ville. Un COS de 0,18, ça veut dire que pour construire une maison pour une famille de 5 personnes, il faut au minimum 800 ou 900 mètres carrés. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien le faire sur 300 mètres carrés, mais les règles d'urbanisme ne nous le permettent pas. Et c'est bien dommage. Je disais bien, ça dépasse tous ceux qui sont autour de la table aujourd'hui. C'était pas une attaque personnelle, mais c'est-à-dire c'est le choix de la collectivité, effectivement, qui peut mettre en place ces exigences-là. Oui, justement, en parlant de choix de collectivité, il y a une mesure qui va être votée dans les semaines qui viennent et qui rejoint complètement ce qu'on dit là. Pour la première fois dans son histoire, la France va choisir de ne pas favoriser la rente, mais le travail. Et ça veut dire que dans les zones qui seront choisies par le politique comme étant à urbaniser, dans lesquelles on va donner un nouveau COS, un nouveau plus le cas échéant, et en tout cas une capacité de construction, la plus-value payée par les propriétaires sera inverse du temps de détention. C'est-à-dire que pour la première fois, on va dire, si vous vendez de suite, vous ne serez pas imposé, ou très peu imposé. Alors que le terrain est passé d'une valeur de 200 000 euros à 2 millions d'euros. Donc voilà, il y aura peu d'imposition si on vend de suite. Comme ça, on urbanise pour de bon les endroits, maintenant on veut urbaniser, parce qu'il y a un transport, parce qu'il y a un plan d'ensemble, parce qu'il y a un aménagement. Par contre, si vous le gardez pendant 10 ans ou 15 ans, si vous bloquez votre terrain, si vous faites de la rente foncière, là vous prendrez la plus-value plein pot. Et donc là, c'est très intéressant pour ce qu'on dit là. Oui, et c'était très intéressant pour l'architecture, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Une maison individuelle, c'est quoi? C'est une maison posée sur un terrain dans lequel il y a un espace privé, puis un grand espace intermédiaire. L'espace public, il n'y est pas vraiment, c'est la route. L'intérêt, quand on a des maisons groupées, c'est qu'on peut créer une qualité d'espace, ces trois types d'espaces. C'est-à-dire créer des vrais espaces publics, des vrais, parce qu'on a les moyens de le faire, de créer des vrais espaces intermédiaires qui peuvent être très petits, un petit patio, l'espace, et un espace intime. Et si vous voulez, quand on crée les trois espaces deviennent de qualité. C'est-à-dire que pour que l'espace d'intimité soit un vrai espace d'intimité, il faut qu'il y ait l'autre. S'il n'y a pas l'autre, il n'y a pas l'espace d'intimité, et inversement. Donc c'est tout un intérêt pour l'architecture, enfin pour l'homme en plus. Alors la densification est importante et essentielle, et c'est vrai que là, c'est ce que je regrettais tout à l'heure, c'est que les architectes urbanistes, les architectes urbanistes ne soient pas intégrés dans les discussions de SCOT ou d'urbanistes, notamment dans les petites communes. Voilà, donc on arrive à être d'accord sur certains points. Alors on va faire un dernier tour de table avant de clôturer cette conférence. Quelles sont vos missions respectives pour construire durable, pour construire demain? VAD.
l'association, qu'est-ce que vous allez conseiller? Quels sont les grands objectifs de demain? Alors, comme je disais tout à l'heure, VAD, donc en tant qu'association, qui n'est pas un syndicat qui défend une profession, etc., l'objectif c'est d'arriver à décrypter un petit peu les choses qui sont aujourd'hui dans tous les médias, y compris dans les règlements, etc. On parlait du BBC, on parlait des réglementations thermiques, etc., y compris les aides au financement, les politiques publiques, les annonces, etc., d'arriver à décrypter, mais on le fait entre nous et on le fait au sens dans des visites, dans des rencontres, dans des réunions qui sont publiques, etc., et après auprès de l'ensemble des intervenants, de façon à arriver à expliquer où est vraiment la démarche environnementale, au sens de